Maintenant de rentrée du campus qui est consacré aux attentes des Françaises et des Français. Avec moi aujourd'hui Jean-Yves Dormagin, qui est fondateur et président de l'Institut Cluster 17, Rémi Lefebvre, politologue, professeur des universités, spécialiste des partis politiques, Hélène Geoffroy, que je n'ai pas besoin de présenter ici, mais tout de même ancienne ministre, maire de Vaux-en-Velin et vice-présidente de la métropole de Lyon, et Maxime Desgaillés, qui est secrétaire national à la prospective et à l'opinion, et conseiller régional d'Île-de-France. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, et pour ça, je vais revenir sur une autre plénière d'ouverture qui a eu lieu en 2022 et où Hélène et moi étions toutes les deux intervenantes à l'époque, qui avait un intitulé assez proche de celui d'aujourd'hui, qui était « Ce que le peuple attend du Parti socialiste ». Donc 2022, post-élection présidentielle et législative de 2022, donc dans un contexte très différent. Et à cette réponse, ce que le peuple attend du Parti socialiste, globalement, mon souvenir de cette plénière, c'était que la réponse était rien. Bah oui, parce qu'en fait, il y avait quand même cette idée que bien sûr les Français attendaient beaucoup, peut-être de la gauche en général, en tout cas du monde politique, de la puissance publique, mais du Parti socialiste, non, rien, pas grand-chose, et que c'était à nous de nous mettre à la hauteur des attentes des Français et de susciter à nouveau, de démontrer qu'on était encore capable de susciter l'espoir et l'envie des Français pour retrouver leur confiance. Donc je voulais commencer par ça parce que la question, c'est 3 ans plus tard. Est-ce qu'on en est toujours là ? Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en 3 ans. Ou est-ce que les choses ont changé et dans quel sens ? Donc, est-ce qu'il y a des attentes des Français spécifiquement envers la gauche, ou est-ce qu'elles sont plus diffuses par rapport à tout le spectre politique ? Et si des Français attendent quelque chose de la gauche, quels Français ? Quelle gauche aussi ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et est-ce que la gauche est un objet bien identifié ? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions de cette gauche, plusieurs types d'attentes selon les gauches ? Et puis au sein de la gauche, quelles sont les attentes, s'il y en a aujourd'hui, envers le Parti socialiste ? Et donc je voulais proposer à nos intervenants sur un premier tour de parole de répondre à ces questions, et puis ensuite dans un deuxième temps on pourra en débattre entre nous de vos réponses. Et je vais commencer bien sûr par Jean-Yves Dormagin. C'est assez logique puisque vous êtes quelqu'un qui fait des études d'opinion. On travaille beaucoup avec vous, Cluster 17, au Parti Socialiste. Et vous avez une méthode un peu différente de celle de beaucoup d'autres sondeurs pour sonder l'opinion. Et donc, je voulais avoir vos analyses sur ce que sont les attentes des Français aujourd'hui vis-à-vis de la gauche. Merci Corinne, et surtout merci de cette invitation. J'en suis honoré. Je suis ravi évidemment de pouvoir participer à cette université d'été et d'exposer les travaux de Cluster 17 et les analyses qu'on produit aujourd'hui sur la situation politique française. Je trouve que j'étais moi aussi, mais dans le public, parce que j'intervenais plus tard, présent à cette table ronde il y a 3 ans. Et effectivement, c'était sans doute sur un mode un peu provocateur, mais cette réponse rien n'était pas très perspicace et pas très prédictive, puisque... il faut quand même le rappeler, j'imagine ici c'est inutile, mais enfin la liste PS Place Publique a quand même terminé en tête des listes de gauche aux dernières européennes, ce qui montre qu'il y a un électorat et des attentes pour une offre à gauche incarnée par le Parti socialiste et ses alliés potentiels. Alors, moi, ce que je vais peut-être faire au début de cette intervention, c'est donner quelques éléments de contexte à partir des études que nous réalisons régulièrement. On a encore fait des sondages et des focus group, j'ai envie de dire malheureusement au mois d'août, malheureusement pour nos vacances, mais dont les résultats étaient, je crois, assez intéressants, et donner donc quelques éléments sur ce que sont aujourd'hui les dynamiques d'opinion, la manière dont se structurent les attentes, puisque le sujet de notre table ronde, c'est les attentes à l'égard de la gauche, à l'égard des forces de gauche. Et je crois que pour commencer, il faut revenir sur ce qu'est la tripartition, et ce qu'est aujourd'hui la polarisation de la société, la polarisation de l'électorat. Ce que nous observons à Cluster 17 sur la durée, donc depuis au moins 3 ans,
c'est une tendance à la polarisation qui s'accentue. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de polarisation aujourd'hui qui est encore en cours, qui n'est pas spécifique d'ailleurs à la société française. On a tous suivi de près ou de loin les dernières élections américaines et on voit ce qu'est une société ultra polarisée comme la société américaine, qui est elle aussi encore en dynamique probablement de polarisation. Mais en France, il y a bien une polarisation. Et l'autre élément qui, je crois, est absolument essentiel à analyser, à comprendre, c'est que cette polarisation se fait principalement sur des questions sociétales, culturelles, identitaires. C'est-à-dire ce qui polarise aujourd'hui le plus, ce sont les enjeux autour de l'immigration, autour des identités, alors au sens large, ça peut être les identités de genre, c'est quand même aussi beaucoup l'identité nationale, j'ai entendu que c'était un thème de travail de cette université d'été, donc autour des identités, autour des questions culturelles, des questions sociétales, et la polarisation continue sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que quand on réinterroge les mêmes individus 2-3 ans plus tard sur ces questions, on voit qu'ils sont de plus en plus radicaux. Donc il y a une radicalisation aujourd'hui globale de la société sur ces sujets, et c'est très important parce que ça travaille la société en profondeur. Il y a un deuxième axe aujourd'hui de clivage. Nous, Cluster 17, on s'intéresse beaucoup au clivage, on travaille beaucoup sur les clivages. Il y a un deuxième clivage qui aujourd'hui est très fort et de plus en plus lui aussi polarisant et de plus en plus clivant. C'est un clivage pour aller vite, j'aime pas trop ces termes, mais pour aller vite peuple-élite. En gros, rupturiste, dégagiste d'un côté et à l'opposé des citoyens électeurs qui veulent plutôt du statu quo, plutôt de la continuité, etc. Et ces deux axes-là travaillent la société, la divisent de plus en plus. Et pour quand même aller un peu vite, parce qu'on pourrait en parler sans doute longtemps, ce qui est assez frappant, c'est que de ce point de vue-là, la société, pour l'instant, n'est pas dans une séquence de bipolarisation. On n'est pas en train de revenir aujourd'hui, quand on regarde les études électorales et la manière dont se structure l'opinion, on n'est pas en train de revenir à l'ancien clivage gauche-droite, tel que beaucoup d'entre nous l'ont connu dans les années 80, et qui était à son maximum dans les années 70, quand il y avait un bloc de gauche et un bloc de droite bien délimités qui s'opposaient. On n'est même plus tout à fait dans la tripartition, on est dans quelque chose, à mon avis, d'encore un peu plus fragmenté. C'est-à-dire les forces centripètes, les forces qui travaillent la société ont continué au-delà de la tripartition de 2017. Et moi, ce que j'observe, je fais beaucoup de sondages sur les municipales, alors c'est très net dans les villes, mais ce que j'observe aussi dans des sondages nationaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des espaces, il y en a au moins 5. Il y a au moins 5 espaces qui sont opposés les uns aux autres, assez hermétiques, et qui portent cette fragmentation. Donc on a, Corinne, vous évoquiez les deux gauches. Il n'y a pas seulement deux gauches, il y a, je crois, deux gauches. Alors, elles ne sont pas forcément irréconciliables. C'est un autre sujet de discussion qu'on aura, pour prendre une formule célèbre, qu'on aura peut-être durant cette table ronde. Mais il y a bien deux sensibilités à gauche aujourd'hui. Mais il y a aussi deux sensibilités dans l'espace conservateur. Il y a une sensibilité qui est plus autoritaire, pro-système libéral, si on veut aller vite. Et pour donner des incarnations, elle serait incarnée par Bruno Retailleau. Elle serait bien incarnée par Bruno Retailleau aujourd'hui dans l'espace politique. Et puis on a dans l'espace conservateur des forces qui sont plus anti-système, plus rupturistes, un peu plus sociales aussi, et qui composent une partie de l'électorat du RN, même si le RN arrive à mordre sur les deux, ce qui explique qu'il est aujourd'hui la première force politique. Et puis il y a toujours cet espace central, même s'il est en crise profonde, même si, on l'a vu, hein, le score des européennes dit quand même quelque chose. Hein, il y a un peu plus d'un an, le score de la liste Hayet, cet espace a continué à se fragiliser, à se disloquer, mais il existe encore quand même un morceau conséquent d'espace central. Donc ça fait au moins, vous voyez, si on prend la gauche rupturiste, une gauche plus social-démocrate, plus modérée, l'espace central, une droite conservatrice libérale, un espace de droite conservatrice libérale, un espace conservateur plus anti-système, etc. Ça fait au moins 5 espaces qui sont réellement différents quand on les analyse et quand on les étudie. Et donc j'en viens, et je vais arrêter là pour ne pas faire un tunnel, on a évoqué le tunnel tout à l'heure, mais j'en viens à la question des attentes. Dans cet espace polarisé et fragmenté, les attentes sont très différentes. C'est pour ça que quand on dit les attentes des Français, en fait, ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'il y a très peu d'attentes communes. C'est le propre des sociétés fragmentées, clivées, polarisées. Il y a très peu d'attentes communes. Quand nous, on fait des sondages et qu'on demande aux citoyens de classer par ordre de priorité leurs préoccupations ou de désigner ce qui est pour eux l'urgence aujourd'hui dans la société, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'électorat conservateur, au sens large, les électorats conservateurs, les sensibilités conservatrices, ne désignent absolument pas les mêmes priorités que les électeurs qui aujourd'hui se reconnaissent dans la gauche ou votent à gauche. Absolument pas. C'est même presque symétriquement opposé. Les conservateurs désignent l'immigration. L'immigration revient presque toujours en tête des préoccupations et des enjeux les plus importants et les plus urgents à résoudre. La sécurité, la délinquance, un peu la dette, un peu la fiscalité, alors que quand on demande aux électeurs de gauche, alors un mot d'ailleurs sur cet espace de gauche, parce que l'espace de gauche, c'est combien de divisions? Aujourd'hui, l'espace de gauche, alors quand on demande aux individus de s'identifier, de se positionner sur des positions gauche-droite, en gros, aujourd'hui, il y a un tiers à peu près des citoyens qui se disent de gauche. 8% très à gauche, 13% de gauche et 13% plutôt à gauche. Donc, mais ceux qui se positionnent sur des positions explicites de gauche, c'est à peu près un tiers des répondants. Et après, quand on regarde d'une autre manière, nous avec nos clusters que vous avez évoqués, donc on segmente nous, la société en groupes de valeurs. Quand on regarde les groupes qui se reconnaissent dans des valeurs progressistes, on en a 6. J'invite les participants à faire le test si ça les intéresse sur le site de Plus 7, ils verront comment ça marche. Mais sur les 6 groupes progressistes, ils représentent à peu près 38% de l'électorat. Et quand on regarde, on a fait un sondage cet été, intention de vote présidentielle pour nous-mêmes, quand on regarde le vote pour des candidatures de gauche aujourd'hui, ou considérées, réputées être à gauche, etc., à peu près 37% au premier tour. Donc en gros, la gauche aujourd'hui, c'est entre 33 et 38% de l'électorat et de la population française. Donc je souligne au passage quand même que le nouveau Front populaire a fait 28%, donc il manque quand même 10 points. Hein, et ne serait-ce que par rapport aux électeurs qui se disent de gauche, il manque 5 points. Et par rapport à ceux qui sont susceptibles de voter à gauche, etc., il manque 10 points. Donc c'est aussi un sujet de réflexion intéressant. C'est-à-dire quoi ça, on peut le voir de deux manières, évidemment, mais si on veut le voir de manière positive, et j'imagine ici, c'est plutôt ce que les participants vont être enclins à faire, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même des marges de progression non négligeables, c'est-à-dire qu'il y a un espace non négligeable malgré tout dans une société fragmentée pour une offre politique de gauche. Et enfin, quand on regarde donc les attentes un peu communes, après il y a ce qui divise, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais je vais finir sur ce qui rassemble. Ce qui rassemble, ça a d'ailleurs été un peu évoqué dans les premiers discours d'introduction, etc. Ce qui rassemble en premier l'électorat de gauche progressiste aujourd'hui, cet électorat tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'est recomposé et qu'il est aujourd'hui, c'est l'écologie. L'écologie, ça reste quelque chose de très fort. Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une lecture un peu erronée aujourd'hui de l'écologie qui consisterait à penser que ce n'est plus un sujet aussi important, etc. Ça reste très important pour les électeurs de gauche. Il y a une conviction très profonde à gauche, une intériorisation très profonde de ce qu'est la crise climatique, de ses enjeux, etc. L'électorat de gauche reste très écologique. Donc l'écologie, le progressisme culturel, sociétal, le féminisme, l'ouverture, la tolérance. C'est-à-dire ce qui distingue la gauche des conservateurs, c'est quand même le fait qu'ils non seulement ils acceptent, mais pour beaucoup d'entre eux, ils valorisent une société diverse, variée, multiculturelle, etc. Il y a une sympathie pour ça, voire un soutien pour ça fort dans l'électorat de gauche. Donc ça distingue très puissamment de l'espace conservateur. Il y a aussi tout ce qui relève de la justice sociale et de la justice fiscale. Et quand on fait des enquêtes, ça n'intéresse pas les conservateurs. Ils ne choisissent pas ça comme un enjeu important, la justice sociale ou fiscale. La justice fiscale, sociale, elle est très forte. L'ISF, c'est très populaire à gauche, dans toutes les sensibilités de gauche. C'est très populaire, l'ISF, etc. Il y a ce qui reste aussi très fort, c'est une demande de renouvellement démocratique. Il y a une sensation partagée de crise des institutions, dans les CALI, on le voit très bien, toutes les sensibilités de gauche sont convaincues que ça ne marche plus, que le système ne marche plus. Et puis bien évidemment, il y a aussi, ça a été évoqué, hein, le Gaza fait consensus. Tout l'électorat de gauche est choqué, troublé, ému même. On le voit quand on fait des entretiens qualitatifs des électeurs de gauche, ils sont émus par la situation. Enfin, ils la vivent
chose d'insupportable. Voilà, donc il y a tout un tas de choses, je pourrais continuer, on en reparlera peut-être, mais il y a tout un tas d'éléments qui sont communs à l'ensemble des sensibilités de gauche, mais à des degrés différents, avec des manières un peu différentes de poser, et parfois très différentes même, de poser la question et surtout d'y apporter des réponses. Mais voilà, en gros, quelques éléments un peu de cadrage que je pouvais vous proposer pour commencer la table ronde. Merci. Merci, Jean-Yves Dormagen. Rémi Lefebvre, je vais vous demander simplement de rebondir sur ce que vient de dire Jean-Yves Dormagen et d'apporter vos analyses. Bonjour à tous, très heureux aussi d'être ici. Alors on ne s'était pas coordonné avec Jean-Yves, donc je vais dire des choses qui vont un peu dans son sens et puis je vais essayer aussi quand même de dire autre chose. Donc la question c'était qu'est-ce que les Français attendent de la gauche ? Et je vais décomposer en deux réponses. Globalement, je suis désolé, mais je suis encore plutôt assez proche de ce qu'on vous avait dit il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui n'attendent rien de la gauche. Vraiment, et c'est de la gauche de manière générale. Donc il y a quand même une majorité de Français qui n'attendent rien de la gauche. Et puis, deuxième élément de réponse, qu'est-ce que les électeurs et les sympathisants de gauche attendent de la gauche ? Et là, effectivement, Jean-Yves, tu as évoqué finalement ce qui soude la gauche, l'écologie, l'aspiration à la justice fiscale, le renouvellement de la vie politique. Mais moi, je vais insister sur un élément pour lancer aussi le débat, c'est l'aspiration au rassemblement, à l'unité. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très, très fortement dans les attentes des électeurs de gauche aujourd'hui. Alors, premier élément, donc la gauche, une partie des électeurs aujourd'hui n'attendent rien de la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, le problème aujourd'hui de la gauche, c'est qu'elle a... alors, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que toi, Jean-Yves. Moi, j'ai regardé un peu les enquêtes du Cevipof. Sur le positionnement aujourd'hui des électeurs à gauche sur l'échiquier politique, on a à peu près un quart des Français qui se disent de gauche. Quand on leur demande de se positionner sur l'axe. Avec effectivement un niveau d'autopositionnement sur l'axe gauche-droite à gauche qui est historiquement faible. Il était beaucoup plus fort il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a à peu près un bon quart des Français qui se positionnent à gauche sur l'espace. Ensuite, le potentiel électoral, c'est autre chose. Voter à gauche et se dire de gauche, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, effectivement, on a un petit peu plus. Tu as évoqué 28% de vote à gauche il y a 1 an. Bon, il faut quand même rappeler que c'est historiquement bas. Pour donner juste donner un petit peu de perspective historique, c'était 55% en 81, 40% en 2007, c'était encore 47% en 2012. Donc on a quand même un niveau électoral faible. Et très clairement, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est que non seulement son niveau est plutôt bas, mais en fait, on voit mal comment elle peut aller au-delà. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on observe, c'est que la défiance à l'égard de la gauche, c'est-à-dire les marges de progression, alors même si je ne dis pas qu'elles n'existent pas, et je vais y revenir tout à l'heure, elles existent, mais concrètement, il n'y a pas de désir de gauche très très nettement dans la société. Alors, c'est pas que la société se droitise. Bon, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la droitisation de la société. Bon, vous connaissez sans doute les thèses de Vincent Tibéri, qui est beaucoup passé dans les médias, qui a publié un ouvrage. Bon, je vous rappelle sa thèse, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement, notamment, je vais pas développer tout son argumentaire, mais que si on prend l'attachement à des valeurs de redistribution, de justice sociale, l'idée qu'il faut faire payer les riches, etc., ça reste quand même très fort dans la société française, même si sur d'autres items socio-économiques, comme par exemple le rapport à l'assistanat, etc., on pourra avoir très clairement plutôt des thèses de droite et une droitisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas homogène, mais globalement, il y a quand même une aspiration à la redistribution. Alors, surtout, moi, ce qui explique pour moi, et je voudrais beaucoup insister là-dessus, ce fait que ce désir de gauche soit faible, c'est que de manière générale, la défiance à l'égard de la politique et le sentiment que la politique ne peut plus rien faire a énormément progressé dans la société. Et je voudrais, alors ça on le voit très très bien, dans la dernière enquête du Cevipof, donc sur le 16e baromètre de la confiance politique, où c'est vraiment édifiant. Bon, on atteint des niveaux de défiance politique, bon, la défiance politique ça fait très longtemps qu'elle est forte, mais là on est à un niveau de défiance qui a progressé encore de 5 points dans ce baromètre. L'avantage, c'est qu'il y a un baromètre régulier, donc on peut mesurer la progression. Donc, il y a
Aujourd'hui, il y a un Français sur 4 qui fait confiance à la politique, moins 5 points depuis un an. Et surtout, ce qui est très important, et ça c'est bien développé par Luc Rouban dans une note récente du Cevipof, c'est qu'il y a 3 tendances qui progressent. Un sentiment d'impuissance électorale, les élections ça ne sert plus à rien. Globalement, bon, je vous rappelle qu'il y a 80% des Français qui jugent que les enseignements du scrutin législatif de l'an dernier n'ont pas été pris en compte. Un sentiment d'impuissance politique qui n'a jamais été aussi élevé et qui est l'un des plus forts en Europe, beaucoup plus fort, puisque il y a une comparaison avec les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Italie, très très fort en France. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, le pouvoir politique ne peut plus rien faire. Alors que le pouvoir, il est dans les lobbies, au niveau européen, dans les grandes entreprises. Et ça, je dirais, alors ça progresse, on pourrait dire que ça affecte tout le monde, mais je pense que ça affecte particulièrement la gauche. C'est-à-dire que ce qui définit quand même la gauche, c'est le refus de la fatalité, c'est le mouvement, c'est le volontarisme, c'est l'idée qu'on peut changer les choses. Et à mon avis, le désir de gauche, il la chope là-dessus. C'est-à-dire que globalement, quand on a un corps électoral qui très majoritairement ne croit plus à la politique, cette décroyance à la politique affecte particulièrement la gauche. Alors, c'est d'autant plus le cas quand on regarde les enquêtes qualitatives et quand par exemple, on regarde les enquêtes. Bon, je pense par exemple aux études de Félicien Faury sur les électeurs du RN. Qu'est-ce qu'en fait les électeurs populaires pensent de la gauche ? Ils pensent globalement que la gauche ne peut pas rien... D'abord, ils ne font pas confiance à la gauche. Alors, en gros, la gauche va trahir. Mais surtout, fondamentalement, ils pensent qu'on ne peut pas changer les choses. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que... Alors, il y a en fait un double parasitisme qui structure la perception des Français. Le parasitisme d'en haut, le parasitisme des élites, qui finalement gagne trop sans rien faire. Et puis évidemment le parasitisme d'en bas, l'assistanat, les assistés, les cas sociaux, sur lesquels, qui structurent très fortement la perception sociale. Et il apparaît beaucoup plus facile de remettre en cause l'assistanat d'en bas, notamment issu des populations immigrées, donc l'assistanat de proximité, qu'un assistanat par le haut qui paraît totalement inaccessible. Et donc, et ça évidemment, donc on peut avoir tout à fait une aspiration à la redistribution sociale, mais penser finalement que la redistribution sociale, c'est pas possible. Et c'est ça qui structure très très fortement le rapport à la politique. Et puis, il y a une troisième tendance qui est très très nette aussi, et qui est défavorable à la gauche, qui est repérée par la dernière enquête du Cevipof, c'est le repli sur la sphère privée. C'est-à-dire, en somme, en gros, la politique, alors, ce qui ne veut pas dire qu'on se désintéresse de la politique, parce que le niveau d'intérêt pour la politique n'a pas beaucoup baissé. Mais globalement, on se détourne d'une politique qui nous écœure, et donc on privilégie l'espace privé. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que dans le vote d'extrême droite, il n'y a pas simplement quelque chose de populiste au sens du peuple homogène, mais il y a un côté un peu libertarien, un peu trumpiste, qui est l'idée, en fait, on privilégie la sphère personnelle. Et finalement, la sphère politique, et là, très clairement aussi, c'est défavorable à la gauche. La gauche, c'est le collectif, c'est pas la sphère individuelle. Bon. Voilà, donc ça, c'est très important. Et globalement, la perception de la gauche, c'est que la gauche est perçue comme bien pensante, comme un peu utopique, comme finalement aussi tenant des propositions qui sont en décalage en fait avec ce qu'incarne notamment dans sa représentation la gauche. Ce qui pose le problème de la parité sociale, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Et là, il y a un débat qu'on pourrait avoir, c'est en gros, est-ce que les marges de manœuvre de la gauche sont dans les milieux populaires ? Alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Et donc là, j'ai vu qu'il y a un débat aujourd'hui qui commence et qui va sans doute intéresser ces journées, autour d'une note de la Fondation Jean Jaurès sur la troisième voie post-sociétale, avec très clairement cette idée que la gauche doit aller chercher les milieux populaires sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration. Bon, ça c'est un débat, il y a eu j'ai trouvé un bon débat sur France Inter la semaine dernière, un midi assez intéressant là-dessus, avec très clairement d'un côté le risque de légitimer l'agenda d'extrême droite et donc de légitimer les thèmes d'extrême droite, et le risque aussi très concret, en allant dans ce terrain, de s'aliéner une partie de l'électorat aujourd'hui de gauche, jeunes, diplômés, issus de l'immigration, qui n'est pas du tout prêt à ce que la gauche abandonne ces questions-là. Donc en fait, beaucoup de dilemmes électoraux à gauche. Et puis il y a un autre débat très important, c'est la question des abstentionnistes. Est-ce qu'il y a les réserves de gauche, si elles ne sont pas chez les milieux populaires, bon,
faut-il renoncer au milieu populaire? Bon, ça c'est un débat cynique ou utilitariste ou pragmatique qu'on peut avoir. Est-ce que la réserve, c'est pas les abstentionnistes de gauche? Alors ça, c'est la grande thèse de LFI. LFI, très clairement, son pari, c'est de dire que LFI va gagner et la gauche va gagner en allant chercher ces abstentionnistes de gauche avec un discours extrêmement rupturiste, pour prendre ton appellation, Jean-Yves, dégagiste, tribunicien, etc. Bon, et ça, bon, il y a des controverses dans la sociologie électorale entre des collègues, je ne vais pas les nommer, qui pensent que oui, il y a des réserves, et puis d'autres, et je pense là encore à une analyse de Luc Rouban qui dit, bah non, il n'y a pas de réserve. Les abstentionnistes de gauche, c'est un mythe, ça n'existe pas, ils sont plutôt séduits par une gauche modérée, éventuellement c'est par l'extrême droite, et finalement c'est un mythe. Alors je termine sur la deuxième réponse à mes questions, c'est qu'est-ce que maintenant les électeurs de gauche attendent de la gauche, C'est 33%, c'est un tiers des gens de gauche. Alors d'abord concrètement, tu as dit tout à l'heure, Jean-Yves, qu'il y avait deux gauches. Oui, il y a deux gauches. Il y a une gauche très clairement proche de la France. Alors d'abord, dire que globalement, les proximités partisanes aujourd'hui à gauche sont très faibles. C'est-à-dire lorsqu'on demande aux électeurs quel est le parti dont ils sont le plus proches, et ça c'est une évolution absolument majeure, c'est très très faible. C'est-à-dire que vous avez en France 8% des Français qui se disent proches de LFI. C'est-à-dire qu'ils disent que le parti dont ils sont le plus proches, c'est LFI. Vous avez 9% pour le PS. C'est des niveaux très très faibles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus du tout de loyauté a priori à un parti. Donc ça veut dire que l'électorat est fluide en fait, l'électorat de gauche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gauche. Il y a très clairement un tiers, la base électorale de LFI, c'est à peu près 10%. Et cette base électorale, elle est quand même assez bien constituée. Et il y a le reste des 20%. Et ces 20% qui restent, ils sont assez homogènes, finalement. Et même l'électorat écologiste, l'électorat socialiste, est très proche sociologiquement. Très, très proche. Et c'est un électorat qui est fluide, qui peut voter utile pour Mélenchon en 2022, parce que c'est le candidat arrivé en tête, mais voter Glucksmann aux élections européennes, et qui finalement est fluide. Alors, ce qui soude cet électorat, quand même, c'est l'idée qu'il faut un rassemblement à gauche. Ça, on l'avait vu très clairement il y a un an au moment du NFP. Et il y a l'enquête dont on a pas mal parlé dans les médias. Il y a l'enquête que la revue Regard avait publiée en avril. Donc c'était un sondage Harris qui montrait qu'en gros, 80% des sympathisants de gauche sont favorables en fait à une candidature commune de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, il y a beaucoup plus de LFI, mais évidemment, LFI, ils pensent que leur candidat sera LFI, mais quand même 70% des socialistes. Il y a 70% des socialistes. Et globalement, par ailleurs, lorsqu'on demande plus précisément à ces électeurs s'ils sont favorables à un processus commun, c'est-à-dire une primaire, pour désigner ce candidat, ils sont extrêmement favorables. Alors, je vous donne juste comme une indication, c'est que s'il y a un candidat commun, au premier tour, il fait 26% des voix, il arrive, il est qualifié pour le second tour. S'il y a deux candidats, mais qu'il y a un candidat commun face à LFI, LFI est très largement relégué. LFI fait 8%. Donc, et le candidat commun de la gauche, dont LFI s'est écarté, fait 20%. Bon, ça, c'est une indication intéressante. Alors, je termine juste sur un point, c'est que cette attente d'unité, là, elle risque de se poser concrètement, peut-être très directement dans quelques semaines. S'il y a une dissolution, globalement, les électeurs de gauche, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, et donc là, je vous laisse au dilemme que le Parti socialiste va avoir dans les semaines qui viennent. Mais concrètement, je me permets juste, c'est un peu pour lancer le débat, mais quand j'entends, a priori, beaucoup de dirigeants socialistes et LFI de dire que c'est fini, il n'y aura plus de rassemblement, j'avoue que je suis un peu étonné. Et je pense qu'il n'y aura pas ça à la fin. Parce que s'il n'y a aucun rassemblement, la gauche va s'effondrer. La gauche va s'effondrer électoralement. Et par ailleurs, quand les premiers sondages sortiront sur les projections de sièges du RN, s'il n'y a pas d'alliance électorale à gauche, je suis sûr que les positions vont bouger. Parce qu'il est évident que s'il n'y a pas d'alliance électorale à gauche, il est très très probable que le Rassemblement national gouverne dans quelques semaines. Voilà, je termine ici. Merci pour ces...
Merci pour cette introduction et ce pavé jeté dans la mare pour le débat. Mais je vais me tourner vers Hélène Geoffroy et je vais te demander, Hélène, de ne pas répondre tout de suite à cette question. Je vous propose qu'on y revienne dans un deuxième temps sur la question de qu'est-ce qu'on fait s'il y a une dissolution. Pour commencer peut-être mais en tout cas, si tu veux y répondre, bien sûr, mais je pense que c'est important que tu puisses aussi nous donner ton point de vue plus général sur cette question des attentes des Français vis-à-vis de la gauche. Non, mais je vais me plier à l'exercice, Corinne. Donc, je ne commencerai pas par parler, parce qu'on va faire des solutions. Et puis, c'est un débat qu'on doit avoir aussi, effectivement, plus puissant au Parti socialiste. Non, sur la... Comment dire en tout cas, d'abord, Corinne a rappelé notre table ronde de 2022 et de savoir s'il y avait un désir du Parti socialiste ou une attente vis-à-vis des socialistes. Les attentes vis-à-vis des partis, les études le montrent et les deux orateurs précédents l'ont fort bien expliqué, les attentes vis-à-vis des partis sont en réalité assez faibles. Ça ne veut pas dire que tout espoir de changer les choses a déserté les Français. Et il me semble qu'il y a deux choses de nature différente. Est-ce que nous sommes encore en capacité, nous, en comprenant les aspirations de nos concitoyens, de leur proposer un modèle de société qui leur donne envie de se mobiliser de nouveau? Nous sommes dans cet entre-deux dans lequel les grandes utopies se sont affaiblies. Je commence souvent les propos comme ça en ce moment-là parce qu'on a toujours ce débat sur la question de la radicalité. Elle était sous-jacente aux premières interventions. Et c'est vrai que je ne suis pas, vous l'aurez compris au fil de la période dont nous sortons, que je ne suis pas une chantre de la radicalité, mais bien d'une utopie parce que je pense que c'est ce qui peut rassembler. Et moi, je suis moins pessimiste. C'est peut-être l'exercice de mon mandat de maire, parce que je pense que les habitants de notre pays ont plus de choses en commun qu'on ne peut l'imaginer. Mais que nous avons le choix, soit de l'exercice le plus compliqué, qui est de tracer un chemin, soit d'essayer de courir derrière ce qui apparaît au départ comme isolé. Et je vais essayer de m'expliquer le mieux possible avec toutes les crises que nous venons de traverser. Nous avons eu une crise sanitaire d'abord qui a révélé évidemment toutes nos faiblesses, nos difficultés, mais qui a été très importante pour deux éléments. Le premier, c'est que nous avons arrêté le pays en pensant aux plus âgés et que les jeunes ont accepté finalement, sans plus sourciller que ça, montrant ils n'avaient à moitié pas le choix, mais en même temps ils l'ont fait aussi, et on en sait les dégâts désormais aujourd'hui. Mais en tout cas, ils l'ont fait dans un puissant lien intergénérationnel et familial qui montre que cela existait quand même. Mais c'est arrivé quelque chose de plus inquiétant. C'est toutes les théories scientifiques ou pseudo-scientifiques qui se sont développées autour de la question de la vaccination. Alors évidemment, je ne rouvre pas le débat sur la vaccination, mais simplement montrer qu'à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte, tous les élus locaux, qu'il y a des habitants que nous ne pouvions plus toucher du tout sur la question de la santé, de la vaccination et du rapport à, factuellement, nous vous disons que telle chose entraîne telle chose. Nous sommes arrivés à un moment de remise en question tellement totale que ce qui fait le commun dans une appréciation de fondamentaux. En général, on avait tous appris à l'école un certain nombre de choses et on se dit que ce sont des faits avérés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on considère que tout est biaisé dans nos apprentissages. Et donc ça, c'est un sujet de difficulté profonde. Malgré tout, au milieu de ces presque planètes parallèles, moi en tout cas, dont j'ai le sentiment qu'elles existaient dans le pays à ce moment-là, y compris avec des sachants qui ont montré un visage peu réjouissant. Et là, je viens d'une formation scientifique. J'ai été assez déprimée de voir à la télé passer le débat de la recherche scientifique qui a continué à affaiblir ce que nous pouvions dire à un moment, il existe des réalités et des faits. Et donc, ce premier point, et je vais le souligner, rend plus difficile effectivement notre action. Mais nous avons d'autres moments, peut-être, et je reviens aux élections législatives de l'année dernière, où contre toute attente, alors que les sondages nous prédisaient, et même nos rencontres des uns et des autres, nous étions tous convaincus que le RN serait en tête largement,
les Français ont malgré tout fait bloc et sont allés voter. Et évidemment, ce n'est le programme économique de personne qui a été validé ou invalidé. La question à laquelle les Français ont répondu et qui devrait malgré tout nous donner une lueur d'espoir, c'est qu'ils ont répondu qu'ils voulaient vivre ensemble en ne votant pas le RN. C'était la seule question de législative. C'était est-ce que oui ou non, vous voulez qu'on vive ensemble, ou est-ce que oui ou non, vous pensez que nous devons désigner l'autre comme un bouc émissaire. C'est la question très intime à laquelle chacun a répondu. Et donc, le fait que les Français aient majoritairement, pas unanimement, mais majoritairement répondu qu'ils défendaient un idéal malgré toute société est quelque chose d'important, quitte à voter pour des candidats dont on n'appréciait aucun des autres caractéristiques, sauf le fait qu'ils ne soient pas RN. Et donc, en s'appuyant là-dessus, sur ces premiers éléments des 5 années, je fais vite qu'on vient de traverser, il me semble que pour nous, les socialistes, et puis dans ce que nous comprenons des Français, il ne s'agit pas tant d'un désintérêt de la chose publique que de se dire, puisqu'ils se passionnent pour tous les débats avec toutes les boucles WhatsApp et les réseaux sociaux, de se dire est-ce que nous sommes capables de proposer une vision qui rassemble. Et évidemment, je n'ai pas la réponse simple, mais je voulais partager avec vous 2-3 pistes. D'abord, la question de la jeunesse et des enfants. Lorsqu'on est maire d'une ville ou élu local, évidemment, on se rend compte que c'est le point par lequel le centre d'intérêt, tant que les Français feront encore des enfants, ce qui va être peut-être le sujet devant nous, c'est le point d'entrée d'une action publique qui permet de rassembler toutes les strates d'une ville, toutes les couches sociales d'une ville et toutes les histoires personnelles dans toute leur diversité, comme on dit de façon courante. Quand on a ce point d'entrée, on se rend compte qu'on soit du monde rural ou d'une banlieue ou d'une grande ville ou de l'outre-mer, quand on parle à quelqu'un de son enfant et de son avenir, alors on est capable de toucher quelque chose qui rassemble. Et l'on voit, et donc moi, je me dis qu'il nous faut trouver, on sait lister tout ce qui nous sépare. Mais moi, je pense, et j'entendais, et je me remets évidemment, je le vis aussi, tout ce qui nous sépare. Mais nous devons construire aussi, et là, ça va être un enjeu majeur pour nous, parce que sinon, ça veut dire nous retombons dans le travers d'être sur un segment petit et se dire qu'on va essayer de le travailler. La France insoumise a fait le choix de travailler les quartiers populaires en abandonnant le reste de la France. Mais pour faire cela, et je me prépare aux premiers sifflets qui vont retentir à ce moment-là, mais pour faire ça, j'anticipe, pour faire ça, la France insoumise, et je le dis avec voilà, la vie de mère de Vaux-en-Velin que je suis, la France insoumise, en décidant de cibler une clientèle électorale, de fait a décidé de la séparer de tous les autres Français qui n'attendaient pas la France insoumise pour déjà la regarder à distance. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, à notre tour, rentrer non plus dans cette façon d'imaginer le pays en se disant les uns les autres ont tellement de points de divergence que du coup, nous allons cibler des clientèles électorales plutôt que de découvrir ce qu'il y a de commun. Et donc, sur les questions, et je voudrais poursuivre sur 2 sujets autour de cela, qui sont écho aussi à ce que vous avez dit, ce qui était vraiment très intéressant sur les questions de polarisation et d'impuissance. Évidemment que les Français sont déçus. Les élections récentes ont fait 1 an et demi de désordre dans le pays. Quel que soit le vote que chacun a eu, de toute façon, il a le sentiment qu'il n'a pas été respecté dans son vote, qu'il est voté à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, bref, au NFP, etc. Il n'a pas été respecté dans son vote. Mais le mal est bien antérieur au vote de l'année dernière. L'abstention est record. Je rappelle, en 2020, l'abstention municipale, alors même que les maires sont en première ligne sur le Covid, les habitants ne sont pas allés voter en juin. Je ne parle pas seulement des villes populaires, ils ne sont pas allés voter du tout. Donc, la question de l'impuissance qu'ils considèrent est un problème majeur. Et c'est vrai que nous faisons parfois des rotomontades qui n'ont pas d'effet. Sur la question de l'immigration, la question n'est pas de savoir si on se saisit ou pas du sujet. Le sujet est là, donc il faut bien dire quel est notre avis. Et le dire, ce n'est pas être moins de gauche parce qu'on en parle, c'est simplement dire la réalité des chiffres. Je ne referai pas de débat là-dessus, mais accepter d'en parler et de reconnaître que les politiques, même quand nous y étions,
qu'on ait dit qu'on régule, qu'on ait dit qu'on laisse rentrer, qu'on ait dit qu'on fasse ressortir, la réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné et les gens le voient dans leur quotidien. Sur la sécurité, je vois Corinne me regarder, je vais approcher de la conclusion. Sur la sécurité, le fait que nos villes soient gangrénées par un trafic de stupéfiants, quelle qu'elle soit, y compris dans les campagnes, est une image aujourd'hui majeure de nos difficultés à régler les problèmes du quotidien. Et donc moi, je pense que les gens, pour les socialistes des années 60, des années 80 ou des années 2025, c'est le même sujet, c'est leur vie quotidienne sur laquelle nous avons une implication ou pas, avec une complexité nouvelle qui est celle des réseaux sociaux, d'une mondialisation, du fait qu'on sait ce qui se passe plus à l'autre bout du monde que dans son quartier, parce qu'on suit en direct le moindre meurtre, le moindre fait d'une ville qui est à 300 km. On sait tous ça. Je ne sais pas s'il y avait moins de meurtres avant. Ce que je sais, c'est que quand il se passait à Rennes, moi je n'étais pas au courant qu'à Rennes, il y avait eu quelque chose dans les 10 minutes qui suivent le meurtre à Rennes. Je m'excuse, j'espère que Nathalie n'est pas dans la salle, parce que j'ai dit ça vraiment au hasard. Donc du coup, sur ces questions-là, nous avons les sujets, et ce qui est intrinsèquement humain est toujours le même. Donc moi, je pense que si nous gardons un certain nombre de fondamentaux, nous ne nous tromperons pas beaucoup sur les préoccupations les plus quotidiennes. Et puis après, en chapeau, il y a la vision de la société, qui est notre capacité à la décrire telle qu'elle est. Moi, je fais partie de celles et ceux qui sont les tenants du fait que nous assumions de dire que nous sommes une société métissée, qu'il a toujours été, que la France est métissée. Alors, c'est un discours qui peut paraître simple dans le propos. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire de France est encore tellement imprégnée en réalité dans le présent. Nous avons l'obligation de mieux la comprendre, de mieux l'intégrer, de mieux la partager, non pas pour la ressasser, mais pour savoir pourquoi nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui dans la diversité de ces histoires de ce peuplement et de l'intérêt, pour pouvoir se projeter. Parce que nous sommes face c'est la mode de parler de récit, nous sommes face au récit de l'extrême droite qui rêve d'une France éternelle, comme j'ai le coutume de le dire, monocolore, blanche pour faire vite, qui n'a jamais existé, parce qu'à l'histoire des Antilles françaises, depuis 5 siècles, j'en suis partie prenante, donc je peux en parler en connaissance de cause. Et puis, il y a celles et ceux qui disent, nous ne pouvons, il y a des assignations qui essentialisent, pour une partie de l'extrême gauche, des assignations identitaires, d'essentialisation où vous n'êtes d'abord qu'une couleur ou un nom avant d'être un citoyen français, je caricature à peine. Et nous avons notre combat universaliste. Eh bien, l'universalisme aujourd'hui, ce n'est pas de dire ton combat est particulier et spécifique, c'est dire que les combats sociétaux, nous devons les mener ensemble, qu'ils soient féministes, qu'ils soient pour d'émancipation, et que quelle que soit l'histoire de quelqu'un de sa famille, rien ne l'empêche de comprendre l'histoire de l'autre, même si elle n'est pas la même et si elle n'a pas la même douleur, quelle que soit l'intensité de la douleur de son histoire. Et donc, tant que nous n'arriverons pas à le dire avec beaucoup de force, me semble-t-il, en étant convaincus, et en étant convaincu que ça parlera autant à quelqu'un de la campagne, dont l'histoire est bien plus complexe qu'on ne le pense, qu'à quelqu'un de milieu populaire, tant qu'on ne le pensera pas, je crois qu'on fera en partie fausse route pour lutter contre les populistes. Et donc, il nous faut à la fois travailler la rationalité, c'est la question des vaccins. Nous sommes un peuple rationnel, il faut y revenir un peu. La vie quotidienne dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus immédiat. Les points communs en disant « vos enfants, nous reprenons la bataille de vos enfants vivront mieux que vous » et nous devons travailler. Et enfin, la société que nous voyons telle qu'elle est, que nous acceptons, moi je pense qu'on parlera aux Françaises et aux Français. Mais ces batailles-là, pour les mener, il ne faut pas céder à la facilité d'une radicalisation où on flatte tout ce qui sépare parce que c'est plus simple. C'est plus exigeant, mes camarades, le combat qui consiste à dire l'autre est comme vous, l'autre vous ressemble et l'autre a les mêmes combats que vous, que de dire je te comprends, tu es super différent de l'autre et tu es plus malheureux que l'autre. Il faut sortir de cette logique-là parce que sinon, nous n'arriverons pas à parler à l'ensemble des Français. Et le combat des socialistes, c'est de parler aux plus pauvres, aux plus vulnérables, mais de faire le lien entre toutes les classes de la société. C'est l'histoire du front de classe et je pense que nous devons le reprendre. Voilà. Merci Hélène. Maxime, je pense que c'est là qu'on voit qu'on est tous socialistes. Tu vas pouvoir dire en quoi tu es largement d'accord avec Hélène peut-être, et puis avec quelques points de divergence aussi.
Non, j'ai des points d'accord évidemment avec ce que dit Hélène, mais je prendrai peut-être les choses dans un autre ordre. D'abord, merci aux intervenants précédents pour la lecture qu'ils nous ont fait de l'état de l'opinion et des attentes des électeurs de gauche, avec beaucoup de paradoxes quand même, parce qu'on dit que il y a des clivages de plus en plus affirmés, mais et ça a été rappelé notamment par Rémi, on sait aussi qu'il y a une fluidité extrêmement importante des électorats. On dit qu'il y a de l'atomisation des demandes, mais on voit bien aujourd'hui qu'un des sujets qui est posé est la capacité à pouvoir, et d'ailleurs tu l'as dit à la fin de ton propos, Hélène, de pouvoir avoir un projet qui transcende. Et on perçoit au quotidien cette attente-là, y compris de la part de nos concitoyens. Il me semble qu'il y a deux débats en réalité. Alors on les mélange un peu et l'actualité va peut-être nous obliger de les mélanger encore. Non, mais il y a effectivement l'aspiration à l'union qui a été justement opposée dans ce qu'attendent les électeurs de gauche. Mais il y a aussi les réponses qu'on porte dans des municipales, etc. Mais il y a peut-être aujourd'hui un problème plus fondamental à gauche, qui est, et là c'est pour ça que je parle de la fin de ton intervention, quand tu parlais de la société, Hélène, qui est peut-être l'incapacité de la gauche et des socialistes, il faut se le dire, de pouvoir donner une lecture du monde et une orientation au monde. Parce que beaucoup d'enquêtes pointent la situation, enfin la perception des Français, et d'ailleurs pas que des Français, comme étant l'idée que finalement on ne maîtrise plus rien, qu'on ne sait pas où on va. Et moi j'ai tendance à aligner ce fait-là avec ce sentiment d'impuissance qui est posé, et en tout cas qui est reproché à la gauche et aux socialistes. Et ce qu'on regarde notamment les débats qui traversent aujourd'hui un certain nombre de chercheurs ou d'écoles de pensée sur le progressisme, il y a une remise en cause, alors je m'écarte peut-être un peu du débat, mais il y a une remise en cause que je trouve très intéressante de ce qu'a été la social-démocratie et de notamment ce qu'elle a repris de l'héritage de la théorie de la justice de Rawls, qui me semble assez juste. La social-démocratie, on en a été porteur, elle a eu sa grandeur, elle a permis de concilier pour un temps le travail et le capital, de porter l'État-providence. Mais finalement, la social-démocratie, dans le monde de l'époque, a peut-être essayé de diminuer les écarts produits par le marché plutôt que de s'intéresser à la part que prenait le marché dans nos sociétés. Et il y a un débat, y compris suite à la défaite des démocrates américains. Alors, il y a eu quelques thèses, quelques textes que moi, j'ai du mal à suivre sur notamment la théorie de l'abondance, parce que tout le monde réfléchit à gauche sur quel est ce nouveau projet qu'on pourrait apporter. Et il me semble qu'un des sujets qui nous est posé, c'est que la gauche, les partis de gauche, ont porté des réponses peut-être procédurales. On va essayer de construire une société un peu plus juste, et d'ailleurs quelquefois qui tombait dans l'accommodement, au lieu d'assumer un combat sur on va essayer de construire une société un peu meilleure, digne. Et une société juste, un peu plus juste, n'est pas forcément une société bonne, meilleure ou digne. C'est pas parce qu'on va, et il faut le faire, mais qu'on va peut-être obtenir un budget, pour parler qui sera un peu moins inégalitaire, qu'on répondra à une question fondamentale, c'est quelle est la société que nous souhaitons avoir par rapport à nos valeurs. Et finalement, il y a eu, de la part de la gauche, en tout cas moi je reprends à mon compte cet argument, l'usage du marché comme étant finalement quelque chose d'un peu neutre. C'est bien le marché, en fait, on achète, on vend, alors on peut redistribuer, mais on ne se pose pas la question de ce qui est bien ou pas. Je prends un exemple en plus qui fait vraiment débat. La taxe carbone, qui peut être un élément d'accommodement, c'est quand même la marchandisation de la pollution. C'est quand même la marchandisation de la pollution. On donne des droits à polluer. Est-ce qu'on considère, nous, en tant que socialistes, on doit
marchandiser une partie du climat. Ces questions ne se les posent plus dans ces termes-là, parce qu'on a été dans une réponse, et qui a eu des avancées, je ne pense pas qu'il faille abandonner ça, qui a été une réponse qui a été sur la façon de répondre de la manière la plus juste sur des sujets de justice et de lutte contre les inégalités. Or, ce qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens, c'est faire vie commune. Et la vie commune, ce n'est pas seulement lutter contre les inégalités, c'est d'être en capacité aussi de pouvoir construire de la reconnaissance, poser la question de l'utilité sociale des métiers et de ce qui est bien ou pas bien par rapport à notre propre valeur. Et donc je pense qu'on a un débat qui donc répond pas forcément à la question immédiate, mais qui est presque métapolitique, qui, à mon avis, explique en partie ce qui fait que les électeurs de gauche n'attendent pas grand-chose de nous. Et j'en termine par un point, c'est que moi, je n'oublie pas l'apport de l'accord de la NUPES, où il y a eu effectivement ce besoin d'union. Non, mais c'est, Hélène, je ne dis pas par provocation, mais on l'a tous, je crois, on l'a tous un peu vécu. C'est que on fait cet accord-là, certains pensent par nécessité, par opportunisme, allons-y, par réponse à la demande de rassemblement. Mais on a tous perçu, je pense, que l'électorat de gauche, il a vécu ça comme un réancrage du Parti socialiste à gauche. Alors, par rapport à peut-être une vision biaisée, hein, là, je ne veux pas polémiquer sur ce qui était devenu le Parti socialiste. Mais on a beaucoup de gens qui ont dit vous vous réancrez en gauche, vous vous êtes rétabli à gauche, alors qu'avant, on se faisait conspuer dans les manifs, que c'était un peu compliqué sur le terrain pour les uns et pour les autres. Et non, mais perdons pas ça. C'est que, d'abord, parce qu'il y a la question du rassemblement, mais moi, il me semble qu'il y avait un sujet d'imaginaire qui était posé. C'est est-ce que le Parti socialiste et la gauche en général, mais le Parti socialiste est capable de pouvoir porter une vision? Et pour vous répondre, je pense que ce débat de valeurs, de sens et de vision du monde, aujourd'hui, il est porté par nos adversaires politiques, le RN en premier chef, qui, lui, détermine ce qu'est une société, non pas en fonction de ce qui est juste et pas, mais en fonction de ce qu'il pense bien ou pas bien, et que finalement, LFI a pu véhiculer un imaginaire, au-delà des désaccords que je partage avec toi sur LFI, qui a pu répondre à une question, qui a pu répondre à des questions que se posent les Français, mais auxquelles la gauche ne répond plus depuis, à mon avis, bien trop longtemps. Merci Maxime. Je vais revenir vers vous, Jean-Yves Dormagin, parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion, vous avez parlé de ce que la gauche partage, et fort heureusement, essentiellement, ce sont nos valeurs fondamentales, finalement. Mais vous n'avez pas abordé ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, on considère qu'il y a des gauches vraiment différentes. On se doute que c'est la question de la radicalité, et peut-être il y a une question qui se pose, et par rapport à ce que vient de dire Maxime, comment est-ce que les gens voient la radicalité? Est-ce qu'il y a une différence peut-être ou une confusion peut-être entre radicalité et populisme? Parce que on peut être socialiste et porter un projet de transformation radicale sans être populiste? Et est-ce que parce qu'on a aussi, nous, un objectif qui est de faire reculer l'extrême droite, et c'est peut-être, sans aborder directement cette question d'une dissolution hypothétique, parce que la réalité, c'est que la seule élection dont on est sûr qu'elle va avoir lieu bientôt, c'est celle du quotidien des Français, c'est les élections municipales de l'année prochaine, et que le reste, pour l'instant, ça reste de la politique fiction, et que même si on sait bien que la question essentielle, on sait que la question essentielle finalement de la législative de 2024, c'était est-ce que l'extrême droite va arriver au pouvoir? On ne sait pas très bien comment est-ce que les Français appréhenderaient la question d'une nouvelle dissolution. Donc ça reste. Mais voilà, est-ce que sur ces différentes gauches et par rapport à l'extrême droite, est-ce que vous pensez, parce que on a beaucoup travaillé, et on va continuer à travailler au Parti socialiste sur comment est-ce qu'on fait reculer les idées de l'extrême droite, avec l'espoir peut-être de ramener une partie de cet électorat populaire vers nous. Est-ce que vous pensez que c'est possible à partir de ce que nous sommes à gauche, de ce que nous portons? Oui, c'est pas des petites questions. Ça rejoint aussi ce qu'évoquait Rémi, qui a, je crois, posé assez justement la question stratégique. J'insiste quand même, Rémi. Tes chiffres ne sont pas les bons. C'est-à-dire que
la gauche aujourd'hui, ce n'est pas 24, 25%, etc. La gauche, j'en suis convaincu, parce qu'il y a différentes manières de le mesurer. La gauche, je l'ai dit, c'est en gros 35%. C'est hypothèse basse autour de 32, 33. Qu'est-ce que j'entends par la gauche ? D'abord, les gens qui se disent de gauche, il faut les prendre au sérieux quand même. Quand les gens nous disent on est plutôt de gauche, ça fait, dans les bonnes études, les nôtres, ça fait 33%. Quand on regarde aujourd'hui des intentions de vote à la présidentielle et qu'on additionne le score des candidats considérés comme de gauche, on est autour de 36, 37, 38%. Et quand on regarde, nous, notre système de segmentation de la société par les valeurs, et donc les valeurs que moi je qualifie de progressistes, alors ça amène à la question de la définition de la gauche d'ailleurs. Est-ce que c'est ça la gauche ? Oui, pour moi aujourd'hui, la gauche, c'est l'espace progressiste. Les enjeux sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20, 30, 40 ans. Il faut l'accepter. La société n'est plus du tout la même non plus. Là, on ouvre des gros débats compliqués et longs, mais il n'y a plus du tout la classe ouvrière des années 60, 70, 80. Elle n'existe plus. Enfin, je sais que c'est dur à gauche. C'est dur parce qu'il y a cette nostalgie post-marxiste de la classe ouvrière, etc. Elle n'existe plus, c'est pas vrai. Et le Rassemblement national n'est pas le parti des ouvriers, ça aussi, c'est pas vrai. Si on regarde bien sociologiquement les choses, ce n'est pas vrai. Donc, ça m'amènerait, j'ai pas le temps d'expliquer, mais bon, je l'affirme comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a effectivement une énorme petite classe moyenne, diplômée, c'est nos étudiants, diplômés, etc., qui gagnent entre 1 800 et 2 500 euros, qui vivent dans les villes. Ce sont quelque part aussi une forme de nouveau prolétariat, si on voulait faire un peu de provocation. C'est des ouvriers de bureau, des gens qui travaillent sur des claviers, qui ont des salaires qui ne sont pas tellement supérieurs, voire parfois inférieurs à ceux qu'ils ont dans le monde ouvrier. Et eux, ils sont à gauche. Mais il ne faut pas en avoir honte de cet électorat. Je veux dire, c'est un électorat diplômés, progressistes, etc. Mais ce n'est pas des prédateurs, ce n'est pas des rentiers, ce n'est pas des profiteurs. Et aujourd'hui, c'est effectivement, moi, c'est le Piketty que j'aime bien. C'est le Piketty qui montrait ça dans un de ses ouvrages sur les nouveaux clivages, qui montrait qu'effectivement, la gauche, elle avait aujourd'hui comme soutien sociologique cette classe de diplômés, petite classe moyenne de diplômés, souvent effectivement urbaine, etc., progressiste, mais il faut l'assumer. Effectivement, c'est aujourd'hui une composante majeure de la gauche. Je ne vois pas pourquoi la gauche a honte de ça. Enfin, c'est pas honteux d'être voté par des employés de bureau qui ont fait des études. Et c'est une de ces composantes majeures. Alors, parce qu'il y a beaucoup de représentations fausses sur ce qu'est la société, sur ce que sont les clivages. On raisonne souvent avec les schémas du passé. On a souvent un temps de retard dans nos analyses par rapport à ce qui est devenu la société. Et la question que posait Rémi, et qui me semble la question qui se pose aujourd'hui au Parti socialiste, qui se pose aujourd'hui à votre espace politique, c'est vous faites, en gros, en alliance avec la France insoumise, les communistes et les écologistes, vous faites en gros 28% des voix. Je maintiens que l'électorat progressiste potentiel en fait 38. Donc il manque 10 points. La question, c'est comment s'adresser à eux. Sont en grande partie des électeurs qui ont voté pour François Hollande en 2012. Donc c'est des gens qui ont voté avec vous, parfois ont milité avec vous, etc. Bon, il y a un sujet sur est-ce que vous arrivez à les faire revenir sur une coalition progressiste ou pas, etc. De quelle manière ? Et la question que posait Rémi, parce que ce qu'a perdu aussi la gauche, c'est vrai, il y a une partie du vote populaire. C'est pas forcément les mêmes électeurs d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, de catégories sociales qui historiquement ont voté à gauche et aujourd'hui votent pour le Rassemblement national. Et effectivement, il y a des gens aujourd'hui à gauche, il y a des intellectuels, des think tanks qui considèrent qu'il faut aller reconquérir ces milieux-là de manière prioritaire, ce que disait Rémi. Et effectivement, c'est une vraie question stratégique parce que les deux ne sont pas compatibles. Enfin, il faut en avoir conscience, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et aller chercher des catégories populaires qui aujourd'hui sont très conservatrices. Enfin, il faut se rendre compte que aujourd'hui, le vote dans ces groupes-là, tu faisais allusion à des travaux de sciences politiques qui le montrent, c'est un vote qui est très xénophobe, très sécuritaire, assez anti-assistanat. Parce que quand on dit l'électorat du RN est de gauche économique, c'est faux. C'est faux. Sur certains sujets, il est de gauche économique, sur d'autres sujets, il est de droite économique. Il est contre le RSA, il est contre les aides sociales, il est contre les logements sociaux, il est contre, etc. Donc il est sur tout un tas de sujets, pas du tout de gauche économique. Donc considérer que l'avenir de la gauche, à court terme je parle, on verra ce qui se passe en fonction des évolutions politiques globales, etc. Moi je suis sceptique, très sceptique sur le fait que l'avenir de la gauche soit là à court terme, je parle, à court terme, parce que les électeurs sont trop loin aujourd'hui des valeurs du progressisme et des valeurs portées par la gauche. Je pense que si la gauche faisait ça, elle perdrait ses électeurs sans arriver à gagner cet électorat
trop conservateurs aujourd'hui, trop xénophobes aujourd'hui, etc., pour voter à gauche. Mais je pense qu'en revanche, oui, il y a des marges de progression. Et ça pose des grosses questions stratégiques, mais il y a des marges de progression importantes sur un électorat qui a voté longtemps à gauche, qui se considère encore de gauche, qui a encore une sensibilité progressiste, mais qui aujourd'hui ne se reconnaît pas dans ce qu'est la gauche actuelle, telle qu'elle est organisée, incarnée et telle qu'elle se présente aux électeurs. Et ça, c'est un vrai sujet de réflexion stratégique sur la durée. C'est-à-dire donc avec une forme de radicalité qui leur fait peur, en fait. C'est ça le sujet ou qui ne les intéresse pas? Oui, il y a une forme de radicalité qui leur fait peur. Alors, il y a toujours eu, en France, il y a toujours eu une gauche plus radicale. C'est pas du tout nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, le mélenchonisme, c'est pas nouveau. En 2002, c'était Laguillet, Besancenot, ça faisait 10% des voix. On a eu un parti communiste très fort dans ce pays, et d'ailleurs qui était trop fort d'une certaine manière pour permettre à la gauche d'accéder au pouvoir et de gouverner. Et cette gauche plus rupturiste, plus radicale, elle a sa place dans la gauche, dans les alliances de gauche, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est trop forte. Oui. Pour un certain électorat. Moi, je ne juge pas, là, je raisonne en analyste, hein, ce n'est pas mes opinions que je donne, c'est ce que je vois dans les études, les sondages, les focus group que je fais. Elle est trop forte et du coup, elle fait fuir une partie de l'électorat traditionnel de la gauche qui continue à voter pour les macronistes sous contrainte, alors qu'il y a de plus en plus de mal à le faire. Hein. Ils sont de plus en plus disponibles, ces électeurs, parce qu'ils sont de plus en plus désespérés par ce qu'a été le macronisme. Ils sont de plus en plus trahis, floués, déçus. Mais regardez ce qui s'est passé entre les européennes et les législatives en 2024, c'est très intéressant. Quand vous regardez dans les électeurs de la liste Place Publique Parti Socialiste, la liste conduite par Raphaël Glucksmann, vous en avez un tiers qui, aux législatives, ont préféré voter à nouveau pour Ensemble. Et c'est d'ailleurs ce tiers qui a permis aux listes macronistes une petite remontada, alors relative, mais de repasser de 15 à 20%. Et ça doit être aussi un objet de réflexion stratégique, c'est-à-dire que tant que cet électorat-là, qui était encore une fois en gros l'électorat Hollande 2012, qui s'est mis à voter Macron en 2017 et 2022, ça pour moi ils font partie de la gauche. C'est aussi pour ça que la gauche c'est plus que la NUPES ou le NFP. Cette gauche-là, elle est indispensable pour reconstruire un rapport de force et pour permettre à la gauche de devenir potentiellement à nouveau en leadership et majoritaire lors d'un second tour d'élection présidentielle. Donc effectivement, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, c'est très bien que la proposition et l'offre politique de Jean-Luc Mélenchon n'a pas vocation à être majoritaire, ne peut pas l'être. Alors, il y a bien sûr ce mythe des abstentionnistes. C'est facile de dire, mais oui, mais si ceux qui ne votent pas votaient, on gagnerait, d'accord. Mais enfin bon, prouvez-le. C'est presque de la pensée magique, ça. C'est une sorte de fantasme. Moi, j'ai travaillé 20 ans sur l'abstention. Je sais que c'est pas du tout comme ça que se situe l'abstention. Elle est pas située politiquement, l'abstention, de manière aussi nette. D'ailleurs, s'ils étaient si politisés que ça, ils voteraient. Enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que on pourrait parler des heures évidemment de ces sujets. Merci. Alors, en fait, je vais repasser la parole à Hélène. Hélène, par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves Dormagin, finalement, est-ce qu'il y a un système de vase communicant entre... Est-ce que c'est possible, et peut-être aussi par rapport à ton expérience de maire et qui est en préparation d'élections municipales pour ta réélection, qu'on te souhaite évidemment, est-ce qu'il y a une approche aussi différente peut-être d'après toi? Parce que quand on est maire et qu'on part sur un programme de plus de proximité, c'est plus facile de faire le lien entre les électeurs des quartiers populaires et l'électeur aujourd'hui qui peut-être a voté Macron et aujourd'hui s'interroge. Est-ce que ça, c'est plus facile de faire au niveau local qu'au niveau national, ou est-ce que pour toi, c'est la même chose finalement? Je pense que ce sont les mêmes ressorts. Et je voudrais rebondir à partir des propos précédents, en commençant par la question de l'abstention. Je n'ai pas lu vos études, mais je partage pleinement ce que vous dites. Sur le principe qu'on pense que des habitants s'abstiennent, puisque dans les villes populaires, l'abstention est record. Penser que des habitants s'abstiennent simplement parce qu'ils n'auraient pas tout à fait compris, parce qu'ils n'auraient pas de diversité de l'offre. Moi, ma ville au municipal, il y a 10 listes, dans un arc très très large. La représentativité de tout ce qu'on peut imaginer de diversité de représentativité. Donc, juste dire l'offre en face n'est pas assez large ne fait pas se déplacer les habitants pour autant.
parce que certains sont profondément convaincus, évidemment, que ça ne sert à rien. D'autres ont d'autres sujets. D'autres se disent, de toute façon, leur vie ne va pas changer. Ils étaient prêts à aller voter. Finalement, il se passe autre chose le dimanche matin. Ils n'y vont pas. Parce que nous y mettons toute notre force, toute notre énergie. Mais pour plein de gens, c'est un événement au milieu d'un tas d'autres. Parce que nous n'arrivons pas à le rendre essentiel dans la connexion entre ce qui est leur vie de tous les jours et le vote. Ça, c'est l'élément que nous n'avons pas réussi à porter de façon générale les élus locaux, dire que quand on vote pour un tel ou un tel, le résultat peut donner une vie différente dans sa vie de tous les jours, même pour les élections municipales. Et donc, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le fait de convaincre celles et ceux qui s'abstiennent évidemment de voter, mais la réponse n'est pas univoque. Et puis, je vais revenir aussi sur ce que disait Maxime et sur ces questions. Moi, j'entends bien que toutes les études demandent l'union de la gauche. Je vais quand même redire un petit mot là-dessus, même si j'ai déjà fait 4 mois de débat là-dessus, mais toujours bien de poursuivre. Moi, je ne nie pas le fait que chaque habitant qu'on rencontre demandera l'union, mais au fond, la demande de l'habitant, c'est pas tant l'union, c'est la victoire. Ce que veulent les habitants, c'est que la gauche gagne. Si nous leur expliquons que le seul moyen, c'est l'union, aussi n'en voient pas d'autres, évidemment, qui le demandent. Enfin, je veux dire, tout le monde est logique. Moi, ce que je comprends des chiffres et du débat de chiffres que nous avons, dans aucun des deux chiffres, nous ne gagnons même avec l'union. Donc, juste dire on fait l'union, c'est intéressant intellectuellement, mais ça ne nous fait pas gagner. Donc, moi, je propose, en tout cas, je pense que dans le débat que nous devons avoir désormais, il n'est plus temps de savoir si faire l'union. Bon, on est tous convaincus qu'à un moment, l'union de la gauche, c'est bien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment la gauche gagne et quel est le périmètre d'électeurs auquel on s'adresse peut-être. S'il existe un électorat de gauche, je comprends près des études qu'il n'en existe presque plus non plus. Et c'est dire que les votes sont fluides. Dans la métropole de Lyon, comme ça permettra de répondre à Corinne pleinement, dans la métropole de Lyon, les électeurs depuis 2012 ont voté quand même successivement François Hollande, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, les écologistes pour et la dernière élection en 2020. On verra bien ce qu'ils peuvent imaginer voter là. Et donc, en fait, avec le même électorat, je parle beaucoup vraiment de la ville de Lyon, l'électorat qui est celui de gauche, en fait, a voté sur tous ces candidats en à peu près 10 ans. Ça veut donc dire, on l'a tous vu sur nos territoires et dans nos villes, ça veut donc dire que c'est un certain nombre d'idées, de capacités de gagner qui les intéressent et qu'ils se sont dit, il faut aider celui qui peut gagner. Donc la notion de victoire est essentielle. Et donc moi, ce que dans la réflexion qui est celle que nous aurons devant nous bientôt, c'est puisque on ne sait pas s'il y aura une dissolution, en tout cas on a une responsabilité en tant que socialiste à ne pas ajouter au désordre du pays dont nous serions comptables comme tous les autres. C'est de se dire quelle crédibilité nouvelle nous pouvons gagner en parlant, comment dirais-je, de sujets qui sont ceux aujourd'hui sur lesquels tous les habitants se retrouvent. Et je poursuis par rapport à un propos introductif. Moi, je n'ai pas honte d'avoir des diplômés progressistes qui votent. Je dis simplement que ce que je voulais dire, votre propos, c'est pas qu'il y ait des diplômés progressistes qui votent et qu'on ait honte de ne pas avoir parce qu'il reste quand même des ouvriers. Hein. Des ouvriers au sens qui travaillent à l'usine et des employés, tous ceux de la première ligne. C'est une réalité quand même humaine qui se ressemble en termes de population et ce sont les habitants de ma ville, moi, ceux de la première ligne. Donc il y a une réalité de vie qu'ils ont ensemble et de points communs. Et donc, il y a ces personnes, évidemment, qui font partie de notre électorat. Il y a les jeunes diplômés, il y a ceux qui sont moins jeunes qui vont bien, il y a ceux qui sont de gauche intellectuellement. Et nous, le nœud du sujet, moins que l'union de la gauche, c'est d'arriver à donner sens à ces personnalités, ces personnes différentes. Et les questions d'être progressiste, moi, j'y crois beaucoup, parce qu'être progressiste par rapport à même si on veut transformer beaucoup la société, c'est donner des perspectives. Moi, ce que je crains de la radicalité quand il n'y a que ça, c'est qu'elle soit en contre en permanence, un phénomène de rupture et de contre, et pas en termes de proposition, d'adhésion. Depuis combien de temps votons-nous, non pas par adhésion, mais par peur de quelque chose? Donc, il faut se rendre de nouveau, pour le coup, désirable. Et je voudrais conclure par rapport au moment où nous sommes et la question. Moi, je pense que si nous abordons la période qui vient,
uniquement en nous référant au fait d'être unis ou pas, nous passerons à côté des inquiétudes profondes du moment. Malgré tout, le discours de François Bayrou a porté sur le chaos qu'il annonce. Nous avons tous eu un été, alors certains d'entre vous ont sûrement décroché, moi j'ai fait l'erreur de regarder la télé pendant mes vacances, et donc je suis restée scotchée sur la rencontre Zelensky-Trump, puis les présidents, enfin les chanceliers qui sont allés. Donc j'ai suivi mais vraiment tout. La totale, hein, presque. Je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée, mais j'ai fait tout ça. Et donc, j'ai été saisie, comme toute personne qui regarde tout ça, d'une espèce d'angoisse profonde. Parce qu'on avait fini de regarder ça, puis qu'on regardait l'échange épistolaire, enfin, on suivait l'échange épistolaire entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, l'annonce de son plan d'annexion, la Cisjordanie, Gaza, la Cisjordanie. Je veux dire, merci Maxime, on était saisis d'un sentiment d'angoisse total. Et donc, si nous, aujourd'hui, demain, dans les semaines qui viennent en France, dans ce contexte général, sans budget, avec une partie du gouvernement, enfin le gouvernement qui dit que c'est le chaos bientôt, nous ne pouvons pas juste, comme seul mantra, dire aux Français on va faire l'union de la gauche. Enfin, on en est tous conscients. Il faut bien qu'on soit désormais déterminés à dire qu'on est en capacité, nous, d'apporter une solution au désordre qui est là et de pouvoir, nous, en tant que socialistes, dire aussi combien sur les questions de santé, d'école, de travail, ce que nous dirons, le budget que nous pourrions faire apporte des réponses. La crédibilité n'est pas une évidence, mais il faut quand même aller la rechercher. Et moi, l'inquiétude que j'ai entre nous, chers camarades, c'est que plutôt que d'avoir cette exigence d'aller chercher la crédibilité et la réponse aux questions en disant sur la sécurité, on vous a dit que c'était facile, vous voyez bien qu'on n'y est pas arrivé globalement, voilà ce qu'on peut faire, etc., etc., qu'on soit en train de se payer de mots en disant on va faire l'union de la gauche, on va transformer radicalement la société et que de toute façon, comme personne ne nous croira là-dessus non plus, nous allons perdre, y compris celles et ceux qui pourraient voter pour nous parce qu'ils ont peur du monde qui vient. Moi, je ne propose pas de faire la campagne de Kamala Harris dont tout le monde a compris là, aux États-Unis, qu'elle a perdu, y compris celles et ceux qui auraient dû voter pour elle, parce qu'elle a fait une campagne uniquement sur la question, enfin, elle n'a pas fait que ça, mais ce qui en est paru, c'est les questions sociétales. Je pense qu'elles doivent être là et qu'on doit les expliquer, mais qu'on doit faire le reste du quotidien. Et c'est pour ça que, contrairement à mon camarade Maxime, et je m'en arrête là, je pense qu'il ne faut pas reparler NUPES, etc., etc. De nouveau, si je ne l'avais pas dit, ça aurait été bien. Parce que, cher Maxime, nous nous faisons toujours siffler dans les manifestations. On l'a vu le 1er mai à Paris et à Lyon. Hein. Enfin, nous, à Lyon, ceux qui manifestaient le 1er mai, socialistes, se sont fait siffler. Donc, nous n'avons même pas gagné, non mais je le dis maintenant très sérieusement, même ceux que nous étions censés gagner, nous ne l'avons pas gagné. Moi, je prétends que nous n'avons pas à le rechercher. Je suis encore plus définitive de ce point de vue-là. Plus ça avance, plus je deviens définitive, tu vois. Merci Hélène. Alors, on aura une discussion hors hémicycle sur nos désaccords sur les raisons de l'échec de Kamala Harris, mais ça c'est un autre sujet. Je te laisse répondre Maxime tout de suite. Oui, mais surtout que Hélène, j'ai pas dit que j'étais, et tu le sais bien d'ailleurs, dans l'espèce de maintien de ce qu'a été la NUPES à ce moment-là. Je pense par contre qu'il faut savoir en tirer effectivement les enseignements et tous les enseignements. Et je pense que la question de la perception qu'ont les Français et qu'ont eu les Français du Parti socialiste, elle est évidemment importante. Et que moi, je ne veux pas d'ailleurs, et d'ailleurs c'est très intéressant, mais on sort un peu du débat, je ne souhaiterais pas, et je suis d'accord avec toi, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on montre qu'il y a une réponse de gauche, et ça ne peut pas être sauter sur une chaise en disant « faut l'union », qui pourrait être une réponse, surtout quand j'ai évoqué, à mon avis, des sujets un peu plus importants. Mais à l'inverse, il ne faudrait pas que sous prétexte d'assumer une identité, c'est juste ce que je soulignais, nous, la gauche, et plus particulièrement le Parti socialiste, nous en profitions pour renoncer à une forme de radicalité qui nous est propre. C'est ça ce que je dis. Et je dis donc qu'il y a deux sujets en un. Et ce n'est pas un procès, que tu le sais en plus, que je pourrais te faire à toi. Mais je ne voudrais pas que d'une certaine manière, la volonté de réaffirmation que nous partageons tous du Parti socialiste n'aboutisse pas à une forme de
d'assouplissement de l'ambition réformatrice que doit avoir le Parti socialiste, parce que pour moi, elle est essentielle dans la société actuelle. Et ça renvoie à une question électorale. C'est que, attention, alors d'abord, tu l'as très bien dit, Hélène, les électorats, ils bougent. Et il y a un sujet qui nous est posé, les amis. C'est qui voulons-nous représenter ? Parce qu'on a eu des thèses, d'ailleurs, qui ont animé les débats théoriques de notre parti, sur la fameuse note Terra Nova, etc. Mais nous sommes le parti de qui ? Et il y a aussi des gens, parce que j'entendais ce que disait Jean-Yves sur la fluctuation d'ailleurs de l'électorat Renaissance, qui va sur. Mais moi j'ai vu des études d'ailleurs de votre institut qui montrent aussi que cet électorat, au-delà du NFP, il bascule aussi aujourd'hui sur des candidatures de droite au municipal. Donc c'est un électorat qui est extrêmement fluide. Et pas, si ma mémoire est bonne, pas sur des petits échantillons. Donc, la question qui doit nous être posée aussi, c'est, parce qu'on peut gagner avec un arc électoral et sociologique qui est un arc qui est potentiellement des gagnants. Alors, effectivement, c'est des gens qui pourront être d'accord avec, on va dire, un réformisme un peu mou, mais ça ne parlera pas à une autre partie de la population. Or, nous sommes le parti de qui ? Nous sommes le parti aujourd'hui des gens qui sont les victimes du déclassement social ou de l'échec social subjectif, si je reprends la note de Rouban. Nous sommes quand même le parti des humiliés, nous sommes le parti des dominés. Et ça, on ne doit quand même pas l'oublier. Et donc, attention dans nos analyses électorales à se dire qu'on va aller chercher un électorat avec qui on pourrait avoir 2-3 valeurs d'inclusion positive. Et donc, c'est pour ça que je pense que la question centrale doit être au cœur de notre raisonnement. Mais ne nous déterminons pas forcément, enfin, si je puis me permettre, le sujet, il est quand même de penser l'électorat, pas d'un point de vue tactique, mais aussi comme étant constitutive de l'identité et du projet socialiste. Et ça, si on ne répond pas à cette question épineuse, et ça sera compliqué de le faire, je suis dans l'instant présent, mais on est censé avoir une université sur l'avenir, donc c'est l'occasion d'en discuter. Le sujet central, c'est quel projet politique pour quel type d'électeurs pour pouvoir les emmener avec nous. Et donc moi, je me méfie toujours aujourd'hui des débats qui sont extrêmement nécessaires. Et si je suis secrétaire national à l'opinion, je suis quand même le plus mal placé pour en parler, mais qui viendraient additionner et construire des équations électorales face en plus à des nécessités aujourd'hui de projets qui puissent transcender des électorats qui sont par nature atomisés. Donc pour une fois, je suis pour la politique de l'offre. Je souhaite que nous ayons un projet politique qui puisse transcender ces électorats. Et je crois que ce n'est pas encore ce qu'expriment les électeurs, donc c'est peut-être un pari, mais je crois que c'est certainement le chemin que nous devrons entreprendre. Je vais vous donner le mot de la fin, l'analyse de la fin, Rémi Lefebvre, parce qu'on avance en temps et il faut qu'on rattrape un petit peu notre retard de démarrage. Après tout ce qui vient d'être dit, fluidité de l'électorat, aspiration unitaire, mais aussi des attentes très concrètes. Le Parti socialiste, peut-être, on a été trop longtemps coupable, et c'est c'est un travers dont on a dû se sortir petit à petit depuis 2017, d'avoir bénéficié quelque part d'une forme de vote utile à gauche et de l'alternance à l'époque où on était encore dans la bipolarité, et finalement avoir à répondre à la question que vient de poser Maxime, c'est une nouveauté finalement pour nous qu'on n'avait pas affronté depuis peut-être avant 81. Est-ce que pour vous, justement, puisque je sais que vous êtes aussi un partisan, vous en avez parlé tout à l'heure, de la primaire, et pour rebondir sur ce que disait aussi Hélène tout à l'heure, l'unité, c'est un moyen, mais ça ne peut pas être un objectif. Donc, comment on fait pour porter à la fois la question de l'unité de la gauche, mais au service de quoi ? Oui, en vous écoutant, là, je me disais peut-être que vous ne devriez pas inviter des sondologues ou des politistes comme nous. Je me disais ça parce qu'en fait, on raisonne beaucoup à gauche comme des parts de marché, en fait, de plus en plus. C'est quand même frappant. C'est sans doute un effet aussi de cette fameuse note Terra Nova, hein, qui avait segmenté et qui a en fait fait casser un tabou à l'époque. Hein, parce que même si on raisonnait comme ça dans les années 70 autour des fronts de classe, par exemple, on disait...
Bon, ça, c'est dans le discours socialiste, on pouvait dire les socialistes, ils défendent la classe ouvrière. Hein. C'était ça leur identité. Hein. Je vous rappelle que jusqu'en 1991, congrès de l'Arche au PS, le terme classe ouvrière, tu évoquais tout à l'heure la nostalgie, mais le terme classe ouvrière, c'était l'objectif du Parti socialiste, hein, pas du Parti communiste, c'était l'émancipation de la classe ouvrière jusqu'en 91. Hein, donc c'est c'était la matrice historique de la SFIO, hein, même qui était réformiste, mais qui était classiste dans son discours. Mais c'est vrai que finalement, comme on a de plus en plus d'enquêtes, comme on raisonne comme effectivement aussi on raisonne que les partis deviennent électoralistes, faut être très clair. Ça, c'est aussi une tendance qu'on observe en sciences politiques. Hein. C'est ce qu'on appelle les partis électoraux professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, les partis politiques sont de plus en plus des machines électorales parce qu'il y a effectivement des logiques de carrière, de professionnalisation politique. Effectivement, il y a ce discours. Je suis sûr qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu parler comme ça à une université d'été, en disant il faudrait tel groupe, puis tel groupe. Puis, effectivement, on était dans un discours qui était beaucoup plus on a un projet et on emmène les gens derrière notre projet. Et on ne raisonne pas en termes de qui on va coaliser. Alors, évidemment, ce n'est pas que la faute des politistes et des sondologues, c'est aussi parce que, effectivement, et ça tu l'as très bien dit Jean-Yves tout à l'heure, c'est la société elle-même qui s'est considérablement fragmentée. Hein, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à la gauche de construire un nous ou un sujet politique ou une majorité sociale. C'est très clairement aujourd'hui, c'est très compliqué et donc il y a des dilemmes, électoraux, il y a des dilemmes sociologiques. Hein, tu l'as dit Jean-Yves tout à l'heure, ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre de l'autre. C'est clair, hein, c'est vrai. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qui pousse le cynisme de Mélenchon, qui est de dire, hein, vous vous souvenez ce qu'il a dit il y a quelques mois, il l'a dit explicitement à l'Institut La Boétie, on s'en fout des milieux populaires qui ne sont pas racisés, qui sont dans les territoires, on s'en fout, ça ne sert à rien. On fait la croix dessus. Bon. Donc il faudrait pas opposer la bonne équation électorale. Il faut peut-être plus raisonner en termes d'équation électorale. Et donc effectivement, bon, c'est ce que vous avez dit. Hein, c'est donc partir du coup du projet. Alors et juste peut-être avant de répondre sur la primaire, quand même sur cette question de la radicalité, parce qu'il me semble que vous avez des pudeurs par rapport à cette question-là. Mais radicalité, qu'est-ce que ça veut dire ? L'étymologie de radicalité, c'est prendre les choses à la racine. Un parti socialiste qui ne prendrait pas les choses à la racine, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Il me semble quand même que l'histoire du Parti socialiste, c'est un projet radical, hein, de transformation de la société, mais une méthode réformiste. C'est-à-dire une méthode, c'est ce qui distingue traditionnellement la SFIO du Parti communiste, c'est-à-dire qu'en gros, on convainc les gens de la nécessité du changement, on crée un rapport de force dans la société. Donc la social-démocratie, je suis désolé, hein, c'est pas simplement le social-libéralisme, c'est le rapport de force. Hein, c'est le rapport de force entre les forces du travail et les forces du capital. C'est quand même ça qui définit la social-démocratie. Bon, et puis donc du coup, il me semble quand même que renoncer à cette idée de radicalité, c'est-à-dire de changement, ça me paraîtrait un peu dommage, d'autant qu'en fait, aujourd'hui, on peut quand même estimer que dans la société dans laquelle on vit, caractérisée par l'explosion des inégalités, caractérisée par des forces du capital, je suis désolé, j'emploie ce terme, qui n'ont jamais été aussi organisées, caractérisée par la transition écologique, la radicalité, évidemment, est nécessaire. Enfin, il me semble, et d'ailleurs, de toute façon, beaucoup d'électeurs ont envie de radicalité, mais radicalité dans le discours et le contenu, pas forcément dans la forme. Parce que ça, on peut discuter après, de la perception de la radicalité dans la forme. Effectivement, ça c'est rejeté, hein, et on voit très bien, c'est aussi un autre décalage entre la gauche social-démocrate, je vais aller vite, et puis la gauche et les filles. C'est effectivement, il y a une vraie divergence sur le décalage, sur la forme, le compromis, ça c'est clair. Alors, non, sur la primaire, pour terminer, bon, moi j'étais contre les primaires, donc je suis tout à fait pragmatique, et je ne vois aucune manière aujourd'hui, pour la gauche, d'essayer d'envisager de gagner l'élection présidentielle, ou très clairement, je vais le dire, d'empêcher Jean-Luc Mélenchon de capter à nouveau le vote utile, que de créer à minima un candidat commun de l'espace politique à côté de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je le dis très clairement, et dans un contexte par ailleurs où la menace de l'extrême droite n'a jamais été aussi élevée. Hein. Et donc je le dis, pour l'instant, les gens disent « Oh non, les primaires, ils sont sceptiques », mais il va falloir nous expliquer comment on va faire à gauche
pour ne pas éviter la multiplication des candidatures, et par ailleurs ne pas empêcher à nouveau Jean-Luc Mélenchon, qui a aujourd'hui la meilleure base électorale à gauche, effectivement de refaire le coup de 2022, qu'il ne fera peut-être pas de la même manière, il n'obtiendra pas le même score, mais voilà, concrètement, je vois pas. Donc la solution procédurale, autre qu'une primaire, et par ailleurs, voilà, je ne vais pas développer mon argumentaire, c'est qu'en gros, je pense malgré tout qu'il y a beaucoup de convergences à gauche qui peuvent justifier un périmètre commun, au moins sans Jean-Luc Mélenchon. Globalement, il y a quand même eu le NFP, il y a quand même un accord programmatique. La gauche, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, est globalement d'accord sur l'essentiel des sujets. Et l'opinion publique de gauche est plutôt alignée avec ce programme-là. Et donc, concrètement, et par ailleurs, on a aujourd'hui, ce serait une manière, la primaire, de mettre en mouvement aujourd'hui le peuple de gauche qui est désespéré, qui n'est pas dans les partis politiques, parce que les partis politiques aujourd'hui sont très très faibles, 20 000 adhérents au PS, 10 000 adhérents chez les Verts, et qui aspirent à participer à une aventure sur le programme, sur la mobilisation, etc. Et voilà, donc comment on déborde les partis politiques, parce que moi je pense qu'il faut aussi que déborder les partis politiques, il faut qu'ils acceptent d'être débordés, et je ne vois pas, en l'occurrence, pour l'instant, d'autres méthodes qu'une primaire qui prenne en compte aussi l'échec et les problèmes qu'ont posés les primaires passées. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. On aurait pu continuer longtemps, malheureusement, on doit laisser la place à la prochaine table ronde, et je vois que Cécilia est déjà là. Donc merci vraiment beaucoup à toutes et tous pour la qualité de ces échanges, et je laisse la place à la suite du programme ici dans l'hémicycle, qui est consacré aux extrêmes droites en Europe et dans le monde.